Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, on continue notre démarche dans le cours de sarcoïdose. On continuera dans cette partie les manifestations cliniques, dont on va voir quelques formes atypiques et d'autres manifestations extrapulmonaires, cutanées et surtout oculaires. Toujours vous allez trouver tous les supports dans la description pour télécharger. Je vous invite toujours à abonner chers amis afin de recevoir ces vidéos à tout moment. Ne laissez pas ces vidéos toujours à votre disposition. Un maximum de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Et on commence. Donc, nous sommes arrêtés à la radiographie pulmonaire. C'était l'examen, je répète, de choix pour le diagnostic, suivi et pronostic. Trois intérêts à retenir. Maintenant, on va passer à la TDM. Donc, ça, c'est la fibrose. Ça, c'est l'aspergillome, la complication à redouter. J'espère que vous avez cité ça dans la partie précédente. Maintenant, on passera à la TDM, qui est, bien sûr, on parlera de TDM HR. HR, c'est pour haute résolution. Il est plus sensible que les clichés standards. Il n'est utilisé que devant des formes qui sont difficiles à diagnostiquer. Je répète, la radiographie standard, c'est l'examen clé dans presque toute la pneumologie, c'est à maîtriser. Donc, il illustre mieux les lésions élémentaires ainsi que leur distribution anatomique. Il ne modifie pas la classification des stades, qui sont reposés sur la radiographie standard. J'insiste sur la classification sur les quatre grades selon les lésions médiastinales ou parenchymateuses. Il a un intérêt diagnostique que pour les formes atypiques de sarcoïdose essentiellement. Donc une radiographie, si on vous pose la question, quel est l'examen de choix pour le diagnostic du sarcoïdose, surtout dans la forme pulmonaire atypique, ça serait sans doute la radiographie standard, un examen de premier choix. Un TDM indiqué dans quelques formes atypiques pour mieux percevoir les lésions élémentaires. Donc, on va noter dans ces lésions des micronodules à contour net. Ils sont confluents, ils sont bilatérales, ils vont prédominer à la moitié supérieure du poumon. Donc, toujours la partie bien aérée selon la distribution lymphatique, c'est-à-dire le long de l'axe péribronchovasculaire, qui sont épaisses, et sur la zone sous-pleurale. Elle comprend aussi le long des scissures et elle prédomine dans les zones périlobulaires et ils peuvent s'accompagner d'autres réticulations septales. Donc ça, c'est dans les formes atypiques. Donc là, c'est l'intérêt de la TDM. Juste ou bien souvent, essentiellement dans les formes atypiques qui vont prédominer à noter. Donc, le long de l'axe péribronchovasculaire, la zone pleurale, les scissures et aussi la réticulation septale. Donc ça, c'est pour les formes atypiques et pour la TDM. Donc là, voilà une TDM qui montre ce qui est en flèche là, ce sont des lésions interstitielles. Donc ça, c'est une sarcoïdose micronodulaire de distribution lymphatique. Donc, donc ces micronodules, ils vont réaliser un aspect qui est perlé. Donc là, c'est dans les flèches. L'aspect perlé, le voilà. On avait vu l'aspect en rayon de miel précédemment. Là, vous voyez l'aspect perlé qui est évocateur dans la TDM d'une sarcoïdose dans sa forme micronodulaire à distribution lymphatique. Là aussi, on note la sarcoïdose au stade 4. Donc, ça, c'est la sarcoïdose en radiographie standard à gauche. Et là, vous voyez sarcoïdose stade 4 à la fibrose. Donc, on note une distorsion bronchique. C'est ce qu'on avait dit précédemment. On note des masses. On avait dit que ce sont pseudo-tumorales. Périhilaires. On note aussi le rayon des miels. On note aussi un aspergillome intracavitaire apical et gauche. Donc, le voilà l'aspergillome, ce que vous voyez là, cavitaire et gauche. Là, ce sont des lésions en rayon de miel et on note aussi une distorsion bronchique. Ça, schéma A ou bien la TDM à gauche A. Et là, ce que vous voyez, c'est la radiographie standard, c'est l'aspect fibreux. Donc, sarcoïdose, stade 4. J'espère maintenant que vous pouvez classifier et stadifier la sarcoïdose selon les lésions hilaires, parenchymateuses ou médiastinales. Donc, 4 stades à retenir par cœur. J'espère que vous allez les citer. Toujours ça, c'est de la TDM. D'autres examens paracliniques peuvent être indiqués.
Donc, la spirométrie, elle est normale ou peut être altérée dans le stade 1 et les atteintes parenchymateuses minimes. Donc, la spirométrie peut altérer, voire normale, dans les atteintes 1 ou parenchyme mineur. Donc, la spirométrie, donc ça va témoigner de l'intact ou intégrité du parenchyme. Dans le stade 1, je répète, ce sont des lésions à prédominance hilaire. Ce sont des adénopathies, donc des ganglions médiastino-centraux bilatérales. Donc, peu d'atteindre à l'exploration fonctionnelle. On note aussi un syndrome restrictif. Donc, on avait vu les syndromes obstructifs, c'était l'asthme, c'était la PPCO. Donc, maintenant là, dans la sarcoïdose, on note un syndrome restrictif par atteinte parenchymateuse. Donc, asthme, la BPCO, c'était l'obstruction au niveau des branches. Là, on est en train de parler d'une atteinte dans le parenchyme. Donc, et elle est définie par une capacité. On va voir ça dans le prochain intitulé sur les insuffisances respiratoires chroniques. Donc, c'était obstructif dans l'asthme et la BPCO. J'espère que vous avez noté ça. Toujours, je vous invite à consulter les cours en enchaînement pour mieux comprendre. Dès la sarcoïdose, on va aborder la notion du syndrome restrictif. C'est l'atteinte du parenchyme avec une diminution du CVT, c'est la capacité ventilatoire totale pulmonaire qui serait inférieure à 80%. Parfois, on note un syndrome mixte, un syndrome restrictif et obstructif. Rarement un syndrome obstructif isolé. Donc, si on vous pose la question, est-ce qu'on les données spirométriques qu'on va retirer la sarcoïdose, on note un syndrome restrictif, une diminution de la capacité pulmonaire totale, la CPT, sera inférieure à 80%. Parfois un syndrome mixte, rarement un syndrome obstructif. Un syndrome obstructif, votre réflexion c'est l'asthme, c'est la BPCO, c'est toutes les pathologies qu'on avait vues précédemment. On note aussi une diminution précoce de la diffusion alvéolo-capillaire. Elle est mesurée par la DLCO. Toujours, on va voir ça dans le cours de l'EFR, l'exploration fonctionnelle respiratoire. Toujours en enchaînement, chers amis. Donc, la spirométrie, notez bien, dans stade 1, normal peut altérer. Syndrome restrictif dans les atteintes. Ça, c'est les données spirométriques à retenir d'après la sarcoïdose. Concernant les gaz des sangs, ils sont longtemps normaux au repos. On note une hypoxie avec une insuffisance respiratoire. Donc, parmi les complications, parmi l'évolution malfavorable de la sarcoïdose, on note là une insuffisance respiratoire, surtout, je répète, restrictive dans les formes évoluées avec de la fibrose étendue. On peut disposer aussi d'un test de marche de 6 minutes. C'est un test simple pour mettre en évidence une réduction de la distance parcourue et de la désaturation en oxygène à l'effort. Donc, un patient qui a un syndrome restrictif, c'est la atteinte du parenchyme, diminution de la capacité ventilatoire. Donc, les défauts ou bien le déséquilibre va survenir au cours de l'effort. Une désaturation qui va augmenter au test de la marche de 6 minutes. Elle peut refléter quoi? Une insuffisance respiratoire chronique ou une hypertension pulmonaire, une HTP, une pathologie qu'on va voir dans les prochains cours. Donc, les examens paracliniques ne sont pas contributibles au maximum au diagnostic. C'était, je répète, la radiographie standard. J'insiste sur la radiographie standard devant la sarcoïdose, lésion suspectée, le non-parallélisme, n'oublie pas ça, entre la clinique et la radiographie. Tout ça, c'est évocateur d'une sarcoïdose devant des lésions, des atteintes médiastinales, c'était les ganglions ou des atteintes parenchymateuses dans les stades évolués, voire la fibrose, malheureusement, dans le stade terminal. Dernièrement, là, l'endoscopie bronchique, ça c'était l'analyse des gaz des sons. Dernièrement, l'endoscopie bronchique, elle a un intérêt essentiellement diagnostique. Souvent, on voit un aspect macroscopique qui est normal ou des granulations blanchâtres évocatrices. Donc, les granules qui vont témoigner du granulome, je répète, épithéliaux gigantocellulaire, sans nécrose toujours. Donc, des granulations blanchâtres
évocatrice. Il permet de réaliser un prélèvement histologique à visée diagnostique. Le voilà, je répète, épithélium gigantocellulaire ou épithélium tuberculoïde, mais sans nécrose caséeuse. L'endoscopie nous permet de faire de la biopsie étagée des épérons et aussi nous permet de faire un lavage broncho-alvéolaire. Tout ça, ce sont des examens anatomopathologiques pour mettre en évidence l'épithélium giganto-cellulaire ou bien le granulome épithélioïde tuberculoïde sans nécrose caséeuse. Voilà, cette plaque résume ce qu'on avait dit dans l'endoscopie. Donc la biopsie pour rechercher le granulome épithélioïde gigantocellulaire sans nécrose. Donc c'est la plus importante en cas d'anomalie macroscopique. La muqueuse bronchique, aspect blanchâtre. Le lavage broncho-alvéolaire, ça va nous permettre de rechercher les lymphocytes T CD4. On a insisté à ça dans la physiopathologie. Donc c'est l'alvéolite lymphocytaire modérée. On la retrouve dans 20 à 50% des cas. Elle est à prédominance lymphocytaire T CD4. Le ratio CD4 sur CD4 8 augmenté. J'espère que vous n'allez pas oublier ça dans vos examens. Donc, supérieur à 3,5. Il va évoquer la sarcoïdose. Et malheureusement, il est inconstant et il ne suffit pas d'affirmer le diagnostic. Le diagnostic, il est posé devant une radiographie évocatrice, non parallélisme entre cette dernière radiographie et la clinique des lésions médiastinales. C'est très évocateur de la sarcoïdose. Autres examens, la biopsie transbronchique et la médiastinoscopie en cas d'échec de ces techniques endoscopiques. Donc ça, c'est tout pour les formes pulmonaires typiques. On va passer maintenant aux formes qui sont dites atypiques. Donc, les formes typiques, c'est ce qu'on avait déjà cité. L'aspect radiologique des lésions qui vont prédominer au moitié supérieur, selon le drainage lymphatique, comme on a déjà cité. Les formes atypiques, donc, on note des formes cavitaires, c'est ce qui va favoriser l'aspergillome. Donc, la forme cavitaire, elle est apicale, elle complique une atteinte pulmonaire fibreuse, ou bien une tuberculose doit être éliminée. Je répète, on a dit ça. Une atteinte ou bien une cavité, les évocateurs de la tuberculose. Éliminer la tuberculose toujours devant un cavernon, ou bien une caverne. On va voir ça dans la tuberculose, prochain intitulé. Parfois, on note un syndrome cavitaire qui témoigne d'une atteinte granulomateuse active. Et le risque élevé là, ce qu'on a vu précédemment, une cavité, elle risque d'une greffe aspergillaire. Elle va donner l'aspergillome, qui est une complication grave de la sarcoïdose à craindre devant une cavité qui est néoformée. D'autres formes, c'est les formes pseudo-nodulaires et alvéolaires. Donc, on note une confluence entre les lésions. Elle va donner un aspect de macronodule. Je répète, l'aspect dans la sarcoïdose, c'était des micronodules avec des réticulations, rarement des macronodules. Donc, devant ces formes atypiques, il s'agit d'un aspect macronodulaire et leur description clinique, c'est une opacité alvéolaire de présentation aiguë. Elle peut regresser spontanément ou elle peut s'excaver et donner la caverne qui va habituer ou bien qui va habiter ou bien qui va héberger l'aspergillum. Donc, voilà, la fibroscopie, ça c'est de la biopsie. Donc, ce que vous voyez là, toujours la biopsie, ça c'est le granulome, je répète, épithélio gigantocellulaire, son nécrose caséeuse. On avait parlé de ça de la première partie. Ça c'est l'endoscopie ou bien la médiastinoscopie. Et là, ce sont des formes qui sont dites atypiques. Et vous voyez là une caverne. Donc, c'est parmi l'aspect des macronodules, des opacités alvéolaires qui vont s'excaver, ou bien des cavernes tuberculoses, ou bien des cavernes, ou bien des formes cavitaires. Vous allez éliminer premièrement la tuberculose. Donc, les formes typiques ne sont pas une caverne. Une caverne, elle est en faveur de la tuberculose. Les formes typiques, on avait vu,
Précédemment, c'était des micronodules, des réticulations, peut-être des macronodules qui sont diffusés aux parties supérieures selon le drainage lymphatique. Donc ça c'est tout pour les formes pulmonaires. Ce sont les plus abondantes, c'était 80 à 90% des cas. Maintenant, on passera, avant de conclure cette partie, les manifestations extra-respiratoires ou les manifestations extra-pulmonaires. Je répète, la sarcoïdose est une maladie de système. Il s'agit d'une des atteintes pulmonaires et extra-pulmonaires. Donc, ce n'est pas une pathologie pulmonaire pure. Il s'agit d'une maladie de système. Je répète, faites attention à commettre cette bêtise. Il s'agit d'autres atteintes extra-pulmonaires et extra-respiratoires. C'est 10 à 20% des cas. Ils sont très polymorphes. Les plus fréquentes sont les atteintes cutanées, qu'on a vu dans les illustrations dans la première partie, les atteintes oculaires, les ganglions périphériques. Attention, ce n'est pas des ganglions médiastinaux, c'est des ganglions périphériques articulaires, voire neurologiques. Donc, on va détailler ces atteintes extrapulmonaires avant de conclure cette partie. Donc, l'atteinte oculaire, vous allez noter, ça c'est à retenir, c'est l'uvulite antérieure, pas postérieure. Faites attention à cette bêtise. Donc, on note une uvulite antérieure aiguë. Elle est évoquée devant un œil rouge. Vous allez voir ça dans la conduite à tenir devant un œil rouge douloureux ou une baisse d'acuité visuelle. Le diagnostic repose sur l'examen à la lampe de Fonte. Il s'agit des formes chroniques aussi, des iridocyclites chroniques. Cette uvulite va évoluer vers une iridocyclite. Elles peuvent menacer l'acuité visuelle avec l'apparition des synéchies. Donc, toute inflammation va terminer par la fibrose. Cette fibrose-là va donner de la synéchie. Donc, c'est les attachements entre les membranes. Elle va donner des synéchies irido-cristalliniennes, le cataracte, le glaucome, et ça va menacer le pronostic visuel. L'uvulite postérieure, elle est à rechercher systématiquement, car parfois il s'agit d'associations de multiples maladies de système, comme le lupus par exemple. Donc, recherchez l'atteinte antérieure ou bien l'uvulite antérieure qui est pathognomonique à la sarcoïdose, mais n'oubliez pas dans votre conduite à tenir, recherchez l'uvulite postérieure dans d'autres maladies de système. Vous allez voir ça, je répète, dans la conduite devant une œil rouge douloureuse. Donc ça, c'est l'atteinte oculaire. Gardez-vous en tête l'uvulite antérieure aiguë, l'iridocyclite chronique et la synéchie iridocristallinienne. Ce sont les trois lésions à retenir. Aussi, le cataracte et le glaucome. Autres atteintes, c'est les atteintes cutanées. Donc là, voilà un œil rouge douloureuse. Ça, c'est l'iridocyclite. Donc ça, c'est plus grave que la précédente. Donc ça, c'est de l'uvulite. Là, c'est de l'iridocyclite qui va menacer le pronostic visuel. Là, c'est plus grave. Là encore. Là, vous voyez sur un fond d'œil des lésions de la rétine. Et là, c'est la forme cutanée. Donc, dans la forme cutanée, comme leur nom indique, utiliser le terme, c'est un lupus pernioplaque violacé. Ce sont des plaques violacées, ils sont infiltrantes, sont préférentiellement en lieu au niveau du nez, des joues, prenant un aspect des ailes de papillon, parfois dans les oreilles, les mains, les doigts, mais ils s'observent surtout dans les formes chroniques de la sarcoïdose et il faut rechercher, donc, devant les atteintes cutanées, rechercher une atteinte ORL, donc le pronostic auditif peut être mis en jeu. Donc je répète, c'est un placard, ou bien ce sont des plaques violacées, en aspect d'ailes de papillon, il y a différencié de l'érysipèle et de la staphylocoque maligne de la face. Donc je répète, c'est un lupus pernio. Ce sont des plaques violacées. Ils sont infiltrantes. Ils vont prédominer en forme d'ailes de papillon au niveau du nez et les joues. Mais parfois, il s'agit aussi des atteintes orales. Là, dans l'illustration, vous voyez les atteintes orales. Aussi, dans les atteintes orales, il s'agit du syndrome de Muculis. Donc, ce syndrome, c'est une parotidomégalie qui est bilatérale, pour mieux illustrer. Une hypertrophie des glandes lacrymales.
en association, je répète, avec les atteintes cutanées recherchées, les atteintes ORL. Ces atteintes ORL, le syndrome de Mucoix, le voilà à gauche à l'illustration, une parotidite ou bien une parotidomégalie avec hypertrophie des glandes lacrymales. Vous voyez là, ce qui est en rouge, ce sont des atteintes inflammatoires. Aussi, vous pouvez être en face devant un syndrome de Herford. Donc, c'est une uvioparotidite, donc inflammation de l'UV, avec inflammation du parotide, donc uvioparotidite bilatérale, fibrile, avec malheureusement des paralysés faciales et peuvent donner du méningite lymphocytaire qui sont aseptiques. Donc, c'est la plus grave. Donc, deux syndromes à rechercher comme atteinte ORL. Si on vous pose la question, quelles sont les atteintes ou les manifestations extra-pulmonaires les plus valables dans la sarcoïdose, vous allez citer premièrement, on récapitule, l'uvite antérieure, l'iridocyclite, les synéchies, le cataracte, le glaucome. Suite à ça, les atteintes cutanées, l'aile de papillon ou bien le lupus pernioplaquettaire violacé. Suite à ça, deux atteintes ORL sont à rechercher, le syndrome de Muculis, le syndrome de Herford avec des paralysés faciales, parfois des méningites lymphocytaires qui sont aseptiques. Les signes généraux, donc dans les atteintes ou bien dans les formes disséminées toujours extrapulmonaires, on note une asthénie. La fièvre, elle est rare en dehors de syndrome de Lofgren, d'une uvioparotidite fébrile ou sans paralysée faciale. Il s'agit aussi des atteintes hépatiques, rénales, donc maladies système. Multiples atteintes peuvent être notées. Cette fièvre, elle doit faire rechercher une infection ou d'autres diagnostics. Donc pensez-vous à une infection avant de penser vers une atteinte extrapulmonaire de façon systémique. C'est les lymphomes. Un amaigrissement aussi peut s'observer dans le syndrome de Lofgren. On va voir ça prochainement. Et les formes devant les formes systémiques. Pour les bilans, ou bien pour les manifestations biologiques, notez-vous bien hypercalciurie, une lymphopénie, on avait parlé de ça dans la physiopathologie. Donc, elle va prédominer bien sûr avec les lymphocytes et CD4+. Hypergamma-globulinémie polyclonale. Faites attention, c'est pas monoclonal, comme on a déjà cité pour la maladie de Waldenstrom et le myélome multiple. Donc, ça, c'est dans l'électrophorèse des parotides, témoignant d'une activation des lymphocytes B. Aussi, faites attention, dans vos cas cliniques, il s'agit d'une anergie. L'anergie, c'est le contraire de synergie. Donc, il s'agit d'une négativation du test cutané à la tuberculine. Une anergie tuberculinique, elle est essentielle pour poser le diagnostic de la sarcoïdose. Je répète, dans l'anatomopathologie, il ne s'agit pas de caséum, c'est un granulome tuberculoïde. C'est vrai, mais il ne s'agit pas d'une lésion tuberculeuse, une anergie tuberculinique. Elle est à rechercher pour garantir ou bien poser le diagnostic avec certitude. Et dernière remarque avant de conclure, c'est dans la sarcoïdose, elle ne s'accompagne pas avec un déficit immunitaire. Donc ces points forts vont vous aider dans vos cas cliniques pour poser le diagnostic. Hypercalciurie, lymphopénie, comme on avait dit dans la physiopathologie, prédominée par les T, CD4+, hypergamma-globulinémie polyclonale, c'est pas monoclonal, c'est pas du myélome ou bien des lymphomes, faites attention. Elle témoigne de l'activation des lymphocytes B, surtout l'anergie tuberculinique. Faites attention dans vos cas cliniques. Recherchez cette anergie tuberculinique. À moindre doute, donc vous allez penser à la tuberculose. Toujours, il s'agit d'un diagnostic différentiel avec la tuberculose dans la sarcoïdose. Et dernièrement, la sarcoïdose, elle ne s'accompagne pas d'un déficit immunitaire, ce qui explique l'hypergamma-globulinémie polyclonale. Il s'agit d'une inflammation. Donc, les cellules immunocompétentes, l'implication des cellules immunitaires. Donc, l'immunité cellulaire, elle est impliquée là. Il ne s'agit pas d'un déficit immunitaire. Tout ça, il est à différencier dans vos cas cliniques et à rechercher comme atteinte pulmonaire ou extra-pulmonaire. Donc, ça, c'est tout pour les atteintes
Pulmonaire et extra-pulmonaire, chers amis. On va conclure ce cours prochainement dans la dernière partie où on va aborder la démarche diagnostic de la sarcoïdose, leur prise en charge, traitement, pronostic et évolution. Toujours bon courage dans vos préparations, chers amis. On se rencontrera très prochainement. Merci pour votre attention et à la prochaine.